L'OPS Afrique entendu, Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, est une association de veille sanitaire. Nous nous sommes engagés à promouvoir les droits des patients dans les hôpitaux. Et quand nous parlons de la veille sanitaire, nous allons aux informations pour voir si les pratiques qui sont faites dans nos centres de santé sont des pratiques sur la norme éthique et déontologique et nous rassurer que les malades, que nous appelons les patients, ont leurs droits qui sont garantis et bien respectés par le personnel de la santé. Justement, nous savons très bien, lorsque vous allez dans ces centres hospitaliers, parfois c'est très difficile d'avoir des informations. Mais comment vous faites pour avoir, parce qu'on a eu plusieurs actions, en tout cas plusieurs communiqués qui ont fait état des actes. Mais comment vous arrivez quand même à avoir ces infos? Est-ce que, en tout cas, les médecins sont ouverts avec vous? C'est facile le travail sur le terrain? Il faut reconnaître que le travail sur le terrain n'est pas aussi facile parce que nous avons pris l'angle de combattre la corruption. Vous savez, aujourd'hui, hier, le 9 décembre, c'était la journée internationale de la corruption où nous avons dû faire une sortie médiatique parce que la corruption, telle que nous le disons, est vraiment gangrénée dans nos États. Et donc, vous qui prenez la position de la dénoncer, de la combattre, ce n'est pas aussi facile avec les acteurs. Mais il faut reconnaître que OPS Afrique que nous dirigeons est une structure bien organisée et qui nous a permis d'avoir des représentants un peu partout. Nous n'allons pas divulguer nos moyens, nos stratégies d'action sur le terrain, mais il faut reconnaître que nous arrivons quand même avec les populations victimes à avoir des informations à la minute. Et je ne peux pas dire dans tous les centres de santé, mais presque tous les centres de santé. Et aujourd'hui, on se réjouit. Nous avons des équipes de veille qui sont dans les structures sanitaires. Et nous avons des équipes spécialisées en investigation, en enquête. Nous avons autour de nous des spécialistes juristes comme des avocats et des médecins qui sont autour de nous comme des conseillers spéciaux qui nous disent comment procéder et dans quelle mesure il faut qualifier un acte d'une faute médicale. Donc voilà comment nous fonctionnons. D'accord. Parce que ce qui m'amène à poser cette question, hier j'étais carrément au niveau de la Plucia, bon, avec le concours de production médiatique, j'y étais, mais il y a un chiffre qui a attiré un peu mon attention. Nous savons que l'institution, je vais l'appeler ainsi, à Plucia, elle dit que ça fait 6 ans. Oui, si j'ai bonne mémoire. Mais on nous donne comme quoi en termes de plaintes, 87. C'est-à-dire en 6 ans, il n'y a que 87 plaintes. En fait, c'est vrai, bon, je ne veux pas aller dans les détails, mais 87. Vous, à votre niveau, mais si on parle de 87 plaintes en 6 ans, bon, en tout cas, selon mon analyse, c'est comme il y a une réticence au niveau de la population elle-même, quand même, de dénoncer, voilà quoi, de faire le pas. Mais vous côtoyez, en tout cas, tous ces secteurs-là, que ce soit les victimes, comme vous l'avez dit, les conseillers qui sont à votre... Mais comment vous faites, vous, pour amener quand même cette population-là à être collaborative, bon, à dénoncer, pour vous permettre d'avoir la matière? C'est pourquoi je pose cette question. Oui. Oui, bon, et ça dépend des méthodes d'action de la APUCIA. C'est une institution aujourd'hui. Parler d'une 80aine de plaintes en 6 ans, ça pose également une question sur les méthodes de travail de cette institution et les types de plaintes qui ont été enregistrées. Mais quand je prends au niveau de l'observatoire les méthodes que nous avons mises en place, je peux dire aujourd'hui, nous faisons 3 ans sur le terrain d'existence. Nous avons plus d'une 50aine de plaintes. Et les plaintes formelles sont à 24. C'est-à-dire, quand je dis formelles, c'est des plaintes écrites adressées à OPS Afrique et des plaintes qui sont retirées. Les plaintes qui sont retirées sont au-delà de 15. Ce qui veut dire que ce que vous venez de dire est fondé. C'est-à-dire, la population elle-même n'a pas les mains libres pour pouvoir porter des plaintes ou des requêtes et dénoncer les actes qu'elle subit. Parce qu'il suffit de porter plainte et après on a des représailles, c'est-à-dire des règlements de compte.
Je prends par exemple en 2023 où nous avons décelé un réseau de trafiquants du sérum antivenimeux au CHU Kara. Mais après, les patients dans les structures de santé ont été victimes d'un règlement de compte de la part de certains professionnels de santé. Moi, personnellement, j'ai été agressé dans un hôpital sans qu'on ne sache que c'est moi. Donc, des actes comme ça amène les gens à se résigner et à ne plus continuer dans les plaintes. À l'heure où je vous parle, il y a des personnels soignants qui prennent la mesure de sensibiliser leurs confrères dans le domaine sanitaire pour éviter la corruption, parce que depuis que nous sommes sortis, c'est vrai, il faut reconnaître que ça fait un peu du bruit, mais ces confrères qui sont dans le même secteur sont agressés par leurs amis du secteur de la santé. Même j'ai vu un confrère qui a été menacé de mort pour avoir envoyé sur une plateforme notre communiqué. Donc, des actes comme ça, il faut comprendre que cela n'amène pas la population à s'ouvrir et à venir vers vous. Mais le travail que nous faisons, nous assurons l'anonymat de nos populations qui viennent déposer les plaintes. Ça fait que nous continuons par sensibiliser, comme ce que nous faisons ici, pour amener les gens à comprendre que mais ce n'est pas, la corruption n'est pas que dans le secteur de la santé seul, tel qu'Apluchel l'a dit, c'est dans tous les secteurs. Et cette corruption-là, depuis 1966, en passant par 2003, où les États-Unis l'ont institué formellement, ce qui veut dire que ça existe. Maintenant que les acteurs comprennent que dans un domaine donné, vous pouvez être victime. Quand vous prenez par exemple le personnel de la santé, mais ils se sont retrouvés en syndicat pour revendiquer leurs droits. Et donc si ce droit est bafoué, si ce droit est brimé, si l'État refuse de reconnaître ce syndicat, je crois que ce syndicat ne va pas se taire. Ça veut dire que dans chaque domaine, il faut que des droits de l'homme soient respectés. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Nous rassurons les populations, nous les protégeons, surtout lorsque vous venez vers nous pour porter plainte. Et nous demandons à l'État également de veiller pour protéger les droits de ces personnes qui crient à la corruption ou à un abus. Oui, Frédéric. Je crois que moi je vais retourner un peu en arrière. Et que pouvons-nous retenir exactement du droit à la santé? Expliquez-nous un tout petit peu. Quand on parle du droit à la santé. Et quand on parle du droit à la santé, c'est un droit comme tous les droits. Vous savez, les droits humains ont été consacrés depuis 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, dans les catégories de droits, selon l'évolution de l'humanité, on a catégorisé les droits humains, tels les droits primaires et les droits secondaires. Ce que nous appelons aujourd'hui les droits civils et politiques qui ont primé sur les autres droits. Aujourd'hui, quand vous prenez les droits économiques, sociaux et culturels, ce que nous appelons DESC, le droit à la santé fait partie de ces droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, c'est un droit qui protège la personne humaine pour avoir accès aux soins de qualité. Et pour que son droit à l'accès aux soins de qualité soit également protégé. Pour qu'il ne soit pas victime du personnel soignant qui le reçoit. Et quand nous parlons du droit à la santé, nous partons même de l'accueil du patient à l'hôpital. Lorsque vous mettez votre premier pas à l'hôpital, vous êtes en contrat entre la structure hospitalière et maintenant les agents de santé ou le personnel de la santé et vous. Et donc, ce contrat qui vous lie en réalité dans un contrat, il y a les devoirs et les droits des contractants. Donc, voilà ce que nous appelons le droit à la santé. Et quand vous prenez le Code de la santé en son article 2, l'État consacré que l'être humain a un droit inaliénable en matière de la santé. C'est la même chose que lorsque vous prenez le pacte civil, politique ou le pacte international sur les droits économiques et sociaux. C'est bien inscrit que l'être humain a un droit qui doit être reconnu, le droit à la santé physique et mentale. Donc voilà ce que nous protégeons pour que lorsque vous et moi, nous tombons malades et nous allons dans une structure de santé, que nous puissions avoir accès libre aux soins de santé et de façon équitable, et que les structures de santé puissent être équipées de la manière dont il faut, pour qu'on ne dise pas que je suis mort ou quelqu'un est décédé par faute de moyens
mises en place par l'État. Quand nous prenons l'exemple toujours du CHU, nous avons découvert le réseau de trafiquants du sérum antivenimeux. C'est quoi? Les médecins nous ont dit qu'il y avait indisponibilité de ce sérum. Ça veut dire que quand un produit d'urgence est en manque dans un hôpital et que les patients décèdent, ça veut dire que c'est la faute à l'État. Ça veut dire que le droit des patients n'a pas été respecté. Ça veut dire que les moyens qui devaient être mis à la disposition pour soigner les populations n'ont pas été le cas. Et quand ce personnel soignant se permet de voler ce sérum antivenimeux et de le revendre plus cher, ça veut dire qu'on crée de la surenchère. Ce qui devait être vendu à 14 000, on le vend à 60 000. Ça veut dire que les populations vulnérables qui n'ont pas les moyens pour se faire assister, s'ils meurent parce qu'ils n'ont pas 60 000, ça veut dire que c'est la faute au médecin qui a fait de la surenchère. Et donc tout ceci est une surveillance accrue que l'Observatoire fait chaque jour que Dieu fait dans notre existence. Alors, est-ce à dire que ce droit-là à la santé est bafoué plus ou moins dans notre pays? Lorsque vous allez sur le terrain, je ne parle même pas de l'hôpital, parce qu'avant que OPS ne soit formalisé, créé, nous sommes passés par une investigation dans les maisons, dans les marchés, avant d'aller dans les structures de santé. Et je peux vous assurer que vous prenez 10 Togolais, vous les interrogez sur l'accueil à l'hôpital et leurs droits dans les hôpitaux, vous allez constater que sur les 10, les 100% ont été une fois victimes de violations de leurs droits dans les hôpitaux, en passant élémentairement par l'accueil. Quand vous allez au niveau des femmes, on n'en parle même pas. Mais ce qui est un peu curieux, c'est que c'est un domaine où, avant de commencer par exercer, on prête serment. Ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'on jure de prendre soin de l'être humain, puisque c'est eux qui nous donnent la santé. Je peux dire c'est eux qui nous donnent la vie, même s'ils ne sont pas créateurs. Il dit que vous avez la vie, mais à tout moment, ça peut bouleverser comme les pièces d'un engin. Et c'est eux qui réparent, c'est eux qui agissent, qui ont juré de protéger ce droit. Mais malheureusement, pour aujourd'hui avoir accès à ce domaine, il y a le chômage, la pauvreté qui a fait que, avant c'était par conviction que les gens rentraient. Aujourd'hui, on est très sûr que les gens rentrent juste parce qu'on a envie de gagner un boulot. Et donc, le serment qu'on a prêté, on ne le respecte plus. Donc, c'est pour vous dire que dans nos structures de santé, chaque jour, à chaque instant, nous avons des cas de violation de droit à la santé. C'est pourquoi nous nous sommes consacrés à réduire un tant soit peu cette violation dans nos structures de santé. Alors, selon vous, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette manière de faire et ce système de corruption au sein du système sanitaire? Oui, nous avons compris une chose que je venais d'effleurer. D'abord, il y a la conscience professionnelle qui n'existe plus. La conscience professionnelle. Avant de rentrer dans un métier, on doit savoir il s'agit de quel métier, quelle est ma mission. Cette conscience professionnelle aujourd'hui, elle est perdue. Et puis j'ai dit, en rentrant, j'ai dit dans la profession de la santé, en réalité, c'est par profession. Moi, j'ai été guéri quand j'étais en 6e par les paroles. Je n'ai pas été soigné. Oui, lorsque l'infirmier m'a reçu, il ne m'a plus soigné. Il m'a parlé, mais j'ai dit qu'on m'avait pris. Dans un véhicule, je ne marchais pas, mais j'ai commencé par marcher. Ça veut dire que c'est un professionnel de la santé. Il est formé. Il savait que ce qui me gênait n'était même pas lié à une maladie. Donc, il m'a parlé, je suis rétabli. Donc, c'est par vocation qu'une telle personne est rentrée. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les gens à l'hôpital, ils viennent d'abord à 10 heures, parce qu'il est passé par une clinique que lui-même il a créée à la recherche des moyens. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de créer des cliniques. Il vient à 10 heures, les patients ont fait une queue longue devant sa porte. C'est par menace d'abord qu'il les reçoit, parce que pour lui, on dirait qu'il le dérange. Il ne reçoit que 3-4, déjà à 11h30, midi, il est parti. Ça veut dire que pour lui, la maladie n'existe que de 10h à midi.
Mais quand vous voyez des cas comme ça, il faut comprendre que la conscience professionnelle est morte. Et puis également, l'une des causes, c'est la régulation de ce secteur. La régulation de ce secteur, à un moment donné, n'a pas été ce que ça devait être. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons créé OPS Afrique, les gens pensent nous combattre. C'est comme si on est venu les brutaliser. Ils n'ont pas compris que c'est un secteur qui devait être régulé de sorte qu'il n'y ait pas des abus et des à côté. Parce que pour une seconde d'erreur, c'est la vie qui est perdue qu'on ne peut plus retrouver. Donc, la régulation de ce secteur, en réalité, devrait être encore plus rigoureuse. C'est-à-dire ne pas tolérer un certain nombre de pratiques. Quand vous prenez le Code de la santé, de l'article 1er jusqu'à 600 et quelques articles, à chaque chapitre, il y a des sanctions. Lorsque les normes ne sont pas respectées, le législateur a prévu des sanctions. Et donc ces sanctions, si elles ne sont pas appliquées, vous allez comprendre que les gens vont penser qu'ils sont dans le laisser-aller. Vous voyez la dernière décision du ministre sur les structures sanitaires clandestines, qui ont toujours prospéré. Et donc le ministre fait bien aujourd'hui de donner un délai de 6 mois pour ces structures de se conformer. Et en novembre dernier, la Côte d'Ivoire a procédé à l'investigation et à démasquer plus de 114 structures sanitaires clandestines et a procédé systématiquement à la fermeture de ces structures. Vous voyez? Donc, cette rigueur permet de réguler le secteur et de permettre aux citoyens de ne plus être victimes de ces abus. Prenez par exemple la dernière investigation que nous avons faite à l'hôpital Saint-Joseph de Dakar, où nous avons révélé que les gens font le trafic du sang. Mais posez-vous la question, quelle a été la suite? Ça aussi, ça permet aux gens de savoir, est-ce que je dois poser tel acte ou non? Si on ne sanctionne pas conformément à la faute, les gens vont continuer. Une enquête a été menée par les États-Unis et l'Union européenne sur la corruption dans le domaine de la santé. C'est révélé que c'est l'impunité qui est à la base. Si je sais que je commets ce forfait et qu'on ne peut pas me sanctionner ou on ne me sanctionne pas à la hauteur de la faute, mais je continue. Voilà un peu pour nous la cause. Mais le personnel de la santé nous approche souvent pour nous dire que non, la cause, c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés. La cause, c'est parce qu'ils ne sont pas mis dans de très bonnes conditions. Mais moi, je dis, ce n'est pas une cause. Lorsqu'on est censé donner la vie ou contribuer à sauver la vie, on ne va pas dire parce que je ne suis pas payé, et donc je vais voler le patient. Je vais voler le produit que j'ai prescrit moi-même au patient. Je vais faire de l'assurance sur le produit au patient. Je vais refuser de recevoir le patient parce que j'ai une autre clinique où je vais détourner le patient dans ma clinique pour pouvoir l'estorquer ou l'escroquer. Ça n'a pas de sens. Si on n'est pas bien payé, on a une organisation syndicale, on revendique ses droits, on ne vient pas brimer les droits des patients. Pour moi, ce n'est pas une cause, mais c'est des arguments. Quand on a la conscience professionnelle, quand on connaît la déontologie, l'éthique du métier, on ne va pas procéder à ce genre d'abus. On rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec Ricardo Agouzou, il est le président de l'OPS Afrique Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Oui, il y a 2 journées très importantes, journée internationale. Hier, c'était celle consacrée à la corruption, aujourd'hui aux droits de l'homme. Donc, il fait un peu la similitude, le lien pour parler des droits à la santé, surtout des droits des patients. Alors, il a sorti un communiqué en date d'hier, 9. On peut déjà voir le communiqué à l'écran, en tout cas vous le verrez tout à l'heure. À travers ce communiqué, vous faites mention de beaucoup de choses. Vous parlez également, il y a quelque part, je pense dans le deuxième paragraphe, vous dites que vous luttez contre les pratiques qui sapent l'accès équitable aux soins. On va en parler tout à l'heure. Ce que vous appelez soins, c'est-à-dire que accès équitable. Est-ce qu'il y a d'autres couches qui ont d'autres soins? Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, vous allez nous en dire plus. Mais vous avez touché du doigt un sujet tout à l'heure qui m'a rappelé également une dame, parce que vous avez dit vous avez été guéri par la parole. Juste la prise en charge, vous voulez en parler. Il y a une dame qui m'a dit elle a un bébé. Bon, vous savez, les bébés comme ça, parfois il y a des maladies qui surviennent, il faut aller à l'hôpital, ainsi de suite. Et puis oui, il y a encore une autre maladie qui est survenue et le papa, c'est-à-dire le mari, dit il faut amener. La dame était fatiguée, elle m'a dit qu'elle est partie soulever le sac des médicaments.
c'est-à-dire qu'elle était fatiguée d'aller à l'hôpital. Elle est partie soulever, c'est un sachet en fait, où elle a mis les médicaments du bébé. C'est bien vécu, on dit non, au lieu de 10 francs, c'est énorme quoi. Il a déposé sur la table. Il dit à l'homme, regarde tout ce qu'on a. Elle n'est pas encore fini. Il faut encore aller à l'hôpital, il faut encore nous écrire encore des médicaments. Bon, finalement, c'est quoi on fait? Bon, ça va sourire, mais ça va également faire réfléchir. Autrement dit, il y a un mal, mais on va, mais au fait, c'est que la dame s'est rendue compte comme si elle est escroquée plus ou moins la manière d'elle parler en fait. Parce qu'elle a déjà l'essentiel. Énormément de médicaments sur sa table, mais ça ne va pas. Et on lui demande encore d'aller à l'hôpital. Elle se sent déjà frustrée de retourner encore à l'hôpital parce qu'elle sait, quand il met en pied, on va encore écrire un autre produit. Sauf que, voilà quoi, ça m'a un peu rappelé cette phrase-là. Parfois c'est comme ça, parce qu'on en a vécu aussi au point où, ça c'est avec des proches, et le mari interdit carrément à la dame de retourner à l'hôpital. Ça c'est le mari même qui a pris la décision, dit, soit on cherche d'autres moyens, parce que ça fait un bon moment, je dépense, mais finalement j'ai tellement de médicaments, mais je ne sais pas si c'est du business, les médecins font. C'est des frustrations. Oui, pour ces pratiques, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, Ricardo. Comment on explique le fait que vous avez un malaise, bon, pour un enfant ou pour X personnes, vous allez. Et je me rappelle aussi la personne, le mari dont je parle, a même souhaité qu'on puisse procéder à l'analyse de son enfant. Semble-t-il qu'on a dit que non, d'utiliser d'abord ce produit-là et après on verra. On lui a donné un rendez-vous sur un vendredi, un truc comme ça, il m'a rencontré. Donc il était un peu énervé, il a dit à la dame de ne plus retourner là-bas. Donc ils vont chercher d'autres moyens pour voir si ça va passer. Voilà un peu les quelques pratiques parfois qui frustrent un peu la population. Avant de parler de l'accès équitable, oui, sur ce sujet d'abord. Oui, ce que vous dites touche de façon générale la confiance que les citoyens ont de leur structure de santé aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi nous nous battons pour que les populations puissent désormais faire confiance au secteur de la santé, aux professionnels de la santé. C'est le manque de confiance parce qu'on soupçonne un certain nombre de pratiques. En fait, c'est ça. Mais sur la pratique elle-même, telle que vous le dites, je ne suis pas professionnel de la santé, je ne sais pas pourquoi il faut procéder par plusieurs étapes avant de guérir un patient. Je sais que c'est la science qui évolue, erreur, essai. C'est normal. Mais le vrai problème, c'est que les gens donnent l'impression d'escroquer la population à travers des prescriptions. C'est l'impression que la population a. Alors, si le personnel de santé ne nous aide pas, nous, à rassurer les patients que dans la prise en charge, voilà les étapes qu'il faut suivre, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, ce qui est encore plus crucial dans ce que vous avez dit, c'est la violation du droit à l'information du patient. Dans le code de la santé, c'est bien dit que lorsque vous prenez un patient, vous avez le devoir en tant que professionnel de santé de lui dire ce dont il souffre et comment vous voulez procéder pour le guérir. Donc, d'avance, le patient sait ce pourquoi il est venu, ce qui le dérange et comment vous voulez le traiter. Mais il se fait que dans nos hôpitaux, nous n'avons plus droit à l'information. Il suffit de poser la question, mais qu'on vous dira, mais tu veux te traiter toi-même? On te violente. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux t'interférer dans la fonction du médecin qui te prend en charge. C'est un peu ça. Sinon, s'il y avait la communication, s'il y avait l'information, mais je pense que le patient saurait que je souffre de ça, mais voilà la méthode que le personnel veut utiliser. Et puis également, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si les gens ne veulent plus aller à l'hôpital comme ce monsieur, c'est que nous sommes arrivés à un niveau très dangereux. Et donc, les autorités doivent véritablement sévir. Parce que nous parlons de l'automédication qu'on est en train de réguler pour éviter. Mais si, moi j'ai vu des gens, c'est pas vous qui me disent, ce n'est plus la peine. Ça veut dire que nous allons utiliser les produits que nous avons traditionnels à la maison. Si nous sommes guéris, tant mieux. Si on n'est pas guéri, quand même, c'est mieux d'aller à l'hôpital pour qu'on nous contribue, pour qu'on contribue à nous faire mourir. Vous voyez, quand on arrive à cette conclusion, il faut savoir que le secteur lui-même aujourd'hui a un problème. Et je ne suis pas sûr que nous, qui sommes ici en tant que journalistes, si l'homme a la difficulté de rentrer dans votre studio ici, de venir dans votre média,
Mais vous serez content. C'est dangereux. Mais c'est dangereux. Ça veut dire que vous avez perdu toute crédibilité. Ce n'est pas nous qui le disons. La preuve, le Synfort, c'est-à-dire le syndicat du professionnel soignant, eux-mêmes, ils le disent tous les jours. Ils sont arrivés à une conclusion, ils ont commencé par sensibiliser les leurs. Au lieu de revendiquer leurs droits, ils sensibilisent les leurs. Ça veut dire que les faits sont avérés que le secteur aujourd'hui ne fait plus confiance. Et en réalité, l'État, qui est le premier garant de la sécurité, de la santé des personnes, doit véritablement agir pour que les personnes ne puissent pas tomber dans cette histoire Oui, des Fredo, études. rapidement. Oui, et vous parlez des établissements sanitaires clandestins. Et à qui la faute? Vous prenez un village très reculé, je ne cite pas de nom, où il n'y a même pas un centre de santé. Et que un infirmier ou une infirmière installe une apathame et puis bon, vous voulez fermer ça. Comment est-ce que la population... Il faut dire, est-ce que c'est légal? Non, c'est-à-dire, non, c'est pour cette raison que je pose la question. Oui. À qui la faute? Oui, il pose bien la question comme un citoyen lambda. Parce que c'est les questions que les gens se posent dans les maisons. Ça nous permet d'expliquer. Vous voyez, nous sommes dans un État. L'État, c'est un ordre. Et donc, ce que vous dites, c'est pourquoi, dans le fonctionnement, ce n'est pas que dans la santé, il y a le public, il y a le privé. Le privé qui vient pallier aux insuffisances, au manque du public. Même dans l'éducation, il y en a. Mais pourquoi vous voulez pallier à un manque et vous ne respectez pas les normes? C'est là la question. Si vous savez que ce que vous voulez faire, c'est pour contribuer à sauver les populations, c'est pour aider l'État à faire là où l'État n'arrive pas à faire, mais il faut vous conformer à la législation. C'est simple. On ne dit pas qu'on va les fermer parce que les gens ont créé, mais les gens ont créé parce qu'ils ne sont pas conformes aux lois et donc on ne peut pas les suivre. Mais ça fait pitié, hein, même ici à Lomé, vous allez dans chaque quartier, dans chaque maison, il y a quand même une clinique qui est à l'image, hein, je ne sais pas, hein, des trucs où on vend de soda d'habits, où un ministre parlait du rideau blanc. Oui, on va vous dire que c'est une clinique, ça existe. La dernière fois, même quand le ministre a sorti le communiqué, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il s'est fait escroquer dans une clinique. Quand vous regardez, mais vous n'allez même pas penser que c'est une clinique. C'est plus sale que votre maison. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça que l'État veut réguler. Et nous soutenons fermement l'État et nous disons, passer ce délai de 6 mois, mais il faut passer aux sanctions. Parce que c'est à travers ces structures-là que le faux se fait. Il y a des structures spécialisées dans l'avortement qui sont dans les maisons. Mais s'il faut laisser les gens parce qu'il a une fois traité le palu, il a une fois traité la fièvre, alors que ce qu'il fait là-bas est plus dangereux, il faut le reconnaître. Il faut avoir une cartographie et puis suivre les gens. On ne va pas pour fermer les structures, mais on veut réguler le secteur, surtout de la clinique ou du secteur privé. Voilà un peu ce que je peux répondre à votre question. Revenons un peu sur l'accès équitable des soins, parce que vous dites dans ce communiqué, vous luttez contre ces pratiques-là qui sapent l'accès équitable des soins. Alors, vous avez fait des remarques comme quoi l'accès aux soins est un peu déséquilibré au niveau de la population. Oui, il faut comprendre. Il y a des coûts sociaux à part entière. Il y a deux types de Togolais. Ce que nous voulons dire, oui, il faut le comprendre dans notre sens. Accès équitable veut dire que nous prenons en compte, et au premier point, les citoyens lambda. C'est-à-dire les couches. Quand vous prenez les textes qui réglementent la santé, quel que soit votre âge, quelle que soit votre religion, quel que soit votre niveau de vie, vous devez avoir accès aux soins de qualité. Maintenant, quand vous prenez les couches vulnérables, ceux qui sont le paysan par exemple, qui vit de son petit champ et qu'on sort, je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Dakar. Vous envoyez votre enfant où le sang est à 3500 et vous, on vous dit à 15 000. Vous n'avez pas les 15 000. Ce n'est pas un accès équitable aux soins. Alors que celui qui vient avec un niveau plus élevé, quand on parle de 15 000, mais il le sort très rapidement. C'est ça l'accès équitable.
Alors il faut mettre les barres de telle sorte que n'importe qui, quand il rentre dans un centre de santé, qu'il puisse avoir quand même l'élément, c'est-à-dire la matière élémentaire pour pouvoir se faire soigner. Mais quand vous fixez des prix à un niveau, dans l'optique de gagner, dans l'optique de faire du bénéfice, ça veut dire que vous êtes en train d'exclure un grand nombre de citoyens, qui sont les populations vulnérables que nous sommes. Voilà un peu ce que nous mettons dans l'accès équitable aux soins. Prenez par exemple, pourquoi l'État a subventionné le sérum antivenimeux? Parce que c'est les paysans qui sont victimes des morsures de serpents. Et donc le paysan ne peut pas acheter un sérum, un flacon à 60 000 francs x 3. Le paysan ne peut pas le faire. Et donc l'État a subventionné ce sérum. Mais voilà que le personnel de santé qui va créer une rupture, je le dis très bien parce que nous avons mené des investigations, nous nous sommes rendus compte que la période dans laquelle les faits se passaient, le sérum était disponible. Et donc c'est des gens qui vont aller acheter à 14 000 pour venir revendre à 60 000 francs. Alors qu'un flacon ne peut pas te guérir. Il te faut 2 ou 3 selon les cas d'urgence. Et donc à 180 000, vous n'avez plus accès équitable aux soins. Ça veut dire que vous êtes obligé de voir votre patient en train de mourir. Moi j'ai vu quelqu'un mourir par manque de moyens. J'ai vu quelqu'un mourir par manque de moyens. Malgré nos dispositions, malgré tout ce que nous avons fait pour l'aider, mais il est parti parce qu'il n'avait pas les moyens pour prendre l'ambulance, pour prendre tout ça là, aller ailleurs pour se faire soigner. C'est-à-dire qu'on lui demande le scanner, qui n'existait pas, qui n'existe pas aussi à Chukara. Et donc il faut aller à Djougou, il faut prendre l'ambulance, il faut payer le carburant, toutes les conditions qu'on avait listées, mais ce n'est pas l'accès équitable aux soins. Ça veut dire que si le scanner était disponible au CHU, ou si les moyens étaient mis pour accompagner ce patient, peut-être qu'il ne serait pas mort. Voilà ce que nous mettons dans l'accès équitable aux soins. Et il faut véritablement que l'État le fasse pour les plus démunis. D'accord. Il nous reste quelques minutes. Oui. Devions-nous avoir ou prendre un rendez-vous avec un médecin avant d'aller dans un centre? Parce que des fois, vous allez voir les gens rester dans la queue. Un monsieur en costume comme vous, arrive, le médecin soignant sort et dit: ah, monsieur Guy, vous êtes là, venez. Alors que les autres sont là. Avant ça, comment est-ce que vous l'appelez? C'est un bon exemple que vous donnez. C'est un très bon exemple. Et même, si le médecin va, il le découvre, c'est encore mieux. Parfois, lui, il peut appeler le médecin qui ferme l'hôpital, c'est-à-dire qui ferme son service, et le rencontre dans sa clinique. Et pendant ce temps, les gens sont attroupés là-bas. Et à un moment donné, on vous dit de revenir un mois après. Comme si votre maladie ne peut qu'attendre que la disponibilité du médecin pour être guéri. Vous voyez? Donc, c'est ça l'accès équitable aux soins. C'est-à-dire qu'il faut mettre les citoyens au même niveau. Et c'est ce que le secteur de la santé, le ministère fait. Quand vous voyez tout ce qui se met en œuvre, l'hôpital ne fait pas de bénéfice en réalité. C'est le social. Et on fait tout de telle sorte que chacun puisse avoir accès aux soins de santé. Mais quand vous parlez Et ce que vous avez dit, oui, ça aussi dépend de nous, les populations. La conception que nous faisons des types de personnes dans la société. Vous voyez, en août passé, moi j'étais souffrant. Et j'étais dans la queue pour l'analyse. Les gens viennent me voir, ils sont étonnés que je suis dans la queue. Ils s'étonnent. Mais moi, j'ai choisi d'être dans la queue parce que je suis un être humain comme eux. Celui qui est venu avant moi, mais je n'ai pas d'urgence plus que lui. Donc il faut que la population aussi cesse de penser qu'il y a deux types de personnalités. Quand quelqu'un vient, il faut le céder. Il y a des gens qui ont fait ça dans une structure de santé, j'étais obligé d'agir, qui viennent immédiatement harceler le personnel soignant parce que pour eux, ils sont dans l'urgence. Non, c'est l'hôpital qui détermine l'urgence, pas vous. Et donc votre patient n'est pas plus important que les autres. Aucun Togolais n'est plus important que l'autre. Ou aucun citoyen n'est plus important que l'autre. Donc tout ça, c'est des informations que le public doit avoir. Si la population a ces informations, je crois qu'elle peut revendiquer. Voilà un peu... Par rapport à ce cas, je veux parler un peu de la motivation. Je vais l'appeler ainsi, de la motivation. Est-ce possible de motiver un personnel de la santé pour aller vite dans son travail? Je dis bien motivation.
dit que oui, il travaille, oui, mais bon, le motiver un peu, bon, en guise de remerciement, est-ce que c'est possible? Ou on le prend sous forme de corruption? Et ce que vous posez comme question, non, j'ai très bien compris, parce que c'est les mots que nous utilisons. Voilà. Mais derrière ces mots se trouve le mal. Moi, je sais que dans un CHR, j'ai interdit quelqu'un qui devait faire un geste à un personnel. Je l'ai interdit. Et j'ai dit, vous contribuez à alimenter. Non, c'est mauvais. Parce que vous remerciez non, c'est la corruption. Si, ce que vous dites, il y a des cas, on peut aller procéder de cas par cas. Vous voyez, par exemple, j'ai une soeur directe qui m'a fait un témoignage sur une femme qui l'a prise en charge. Et donc, moi, j'ai été réconforté, j'ai dit, il faut quand même faire un geste pour féliciter cette personne, pour lui dire que ce que tu fais est bon, il faut continuer. Vous comprenez? Mais je ne suis pas dans la logique de lui donner de l'argent pour que mon patient soit privilégié par rapport aux autres. Je ne suis pas dans la logique pour qu'il sache que ce que tu fais en contribution, tu as quelque chose. Parce que le personnel est recruté, que ce soit dans le secteur public ou privé, tu es recruté pour des prestations et payé après. Tu n'es pas recruté pour faire et être payé par ceux qui viennent. Non, pas du tout. Donc, si nous continuons par dire, oui, il faut faire des gestes, il faut... Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Voilà, on doit vous rendre un service, oui. Vous vous rendez compte que voilà, le service, il est nickel. Bon, voilà. Vous-même, vous faites un petit... Oui, mais ça, c'est des actes humains. C'est des actes humains. Mais, il faut regarder derrière ce que ça peut être. C'est nous qui avons... Vous savez, s'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. En fait, c'est comme ça. L'acte même d'encourager le personnel, toi-même, tu as ça derrière. Pour que la prochaine fois que tu ne puisses utiliser que ton téléphone pour l'appeler, pour venir passer avant les autres. En fait, c'est l'acte qui est derrière. Nous ne disons pas qu'il faut. Même au niveau des directions, il y a ce qu'on appelle des primes. Dans les services, il y a ce qu'on appelle des primes, des gratifications. Quand tu fais bien ton métier, on t'encourage. On n'a pas refusé les encouragements. Mais des actes qui apparaissent comme des actes de corruption, on doit refuser des franchement, moi, je peux pas dire oui, mais je dis, cela, c'est au cas par cas. En âme et conscience, je veux encourager quelqu'un et lui dire qu'il faut bien faire ton travail comme tu l'as fait. C'est bon, ça c'est dans ma conscience. Mais lui qui prend, s'il pense que désormais, il doit toujours le réclamer, ça veut dire qu'aujourd'hui, il commence par limiter l'accès équitable aux soins. Et c'est ce qui se fait dans nos centres. Lorsque tu arrives, c'est que tu dois savoir qu'avant de sortir, tu dois donner quelque chose. C'est ça que nous appelons les paiements informels. D'accord. Oui, j'ai une petite, oui, on n'a qu'une minute. Oui, une petite question. Oui, rapidement. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai constaté que vous avez laissé des numéros par région. Dans le communiqué. Dans le communiqué, à la fin. Mais pourquoi n'avez-vous pas opté pour avoir un numéro vert? Est-ce que le gouvernement ne vous accompagne pas? Non, nous sommes en train de faire ce travail. Nous l'avons même annoncé en 2023, que nous sommes en train de travailler pour que le gouvernement comprenne le bien fondé de mettre en place une plateforme. Pourquoi pas, au-delà du numéro vert, une plateforme numérique qui permet aux gens, anonymement, de porter des plaintes ou des requêtes. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus et je suis très sûr que le gouvernement ne va pas tarder à le faire, surtout le ministre actuellement qui véritablement prend des décisions, vous savez, sur la question des tenues vestimentaires, sur la question de repréciser les prix des produits sanguins et la dernière fois sur la question des structures clandestines. Je crois que ça commence par aller et nous prévoyons même une rencontre d'échange sérieuse pour savoir exactement quelles sont les méthodes qu'il faut mettre en place pour pouvoir contribuer à ce que les personnes puissent contacter directement l'État. Nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, de cet échange. Quand vous parlez vous avez utilisé un mot tout à l'heure par rapport à ce qui ne rentre pas dans la caisse de l'État, ça m'a échappé. C'est un inspecteur des impôts qui le disait hier, lors de la rencontre, lors du panel de la Plucia. Il dit lui-même, il a fait le déplacement à l'intérieur du pays. Ce qu'il a constaté dans ces centres hospitaliers, le centre de santé, c'est qu'entre midi, il a même précisé, entre midi et 14h, il a constaté que l'argent ne rentre plus dans la caisse de l'État, mais plutôt dans la poche
du personnel. Donc c'est lui qui l'a déclaré ici lors du panel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ricardo, vous allez quand même vous adresser aux téléspectateurs. Ce sera vos mots de fin face à la caméra. Pour, je sais pas, des conseils ou les appels ou bien un appel. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette émission, remercier tout le personnel, la direction de la télé Espoir 47 qui nous permet de porter notre voix aux populations sur la question du droit à la santé. Notre mot à l'endroit de la population, c'est qu'elle ne soit pas celle qui contribue à la corruption pour être plus victime, mais qu'elle soit elle-même gardienne de défense de ses droits. Et que la population désormais, comme le confrère venait de le dire, nous avons mis dans notre communiqué tous les contacts possibles par région et il y a les contacts du bureau national qu'il faut appeler directement lorsque vous êtes face à un abus, lorsque vous pensez que votre droit est violé. Et nous sommes dans l'accompagnement également sur le plan juridique. Nous avons des avocats qui peuvent vous accompagner même jusqu'au tribunal lorsque vous pensez que vos droits sont violés, que vous devez vous plaindre quelque part. Voilà, que la population nous aide, que les partenaires contribuent dans ce que nous faisons et que les gouvernants véritablement mettent dans leur agenda, priorisent la question du droit à la santé. Merci beaucoup, Ricardo Agouchou. On rappelle, vous êtes le président de l'OPS Afrique, conservatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Si vous avez besoin de son service, le 93 49 45 45 à votre disposition, vous nous appelez et puis on vous met en contact avec lui. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon. Il vient de dire quelque chose, c'est à vous de faire d'abord le premier pas et puis le reste viendra. Donc, si vous voulez peut-être annoncer ou dénoncer quelque chose, vous savez quoi faire. Je rappelle le 93 49 45 45. Vous avez le numéro derrière moi. Hein. Lorsque vous n'êtes pas au Togo, c'est plus de 228 avant ce numéro-là. Fredo, on se retrouve jeudi. Jeudi matin. D'accord. Voilà. Merci à Abdouboua pour la réalisation. Vous et nous, on continue demain à la même heure, c'est-à-dire à partir de 7 heures. Mais n'oubliez pas, on s'approche à petit coup de cette date fatidique. Vous aurez encore une nouvelle fois les détails à travers la bande-annonce. Mais bien, après, vous ne me verrez plus juste demain. On va se voir. Bonne journée à vous. À très bientôt. Vous l'avez longtemps souhaité, et oui, cette fois, c'est fait. La télévision Espoir 47 sera encore plus au cœur de vos émotions en cette fête d'année 2024 à travers une journée mémorable dénommée la journée des téléspectateurs U47. Une seule date, le samedi 21 décembre 2024 à partir de 7h. Au programme, match de football entre téléspectateurs et personnel d'Espoir 47, émissions live et de divertissement en plein air, soirée récréative No Limites et bien d'autres surprises. Venez partager des moments inoubliables avec vos animateurs et présentateurs préférés, le tout dans une totale ambiance de convivialité, de festivité, de gaieté et d'interactivité. N'oubliez pas, c'est le samedi 21 décembre 2024 à partir de 7h. Notez bien, la participation est gratuite, mais les dons volontaires sont les bienvenus. Pour toute information et inscription, contactez le plus 228 93 49 45 45 98 28 74 14. Espoir 47, la chaîne de proximité.